Je suis arrivée à la pépinière, j'avais 26 ans, donc voilà, co-gérante à la pépinière qui débarque, sans expérience. Il y a eu plein, plein, plein de situations cocasses. Là, je n'étais pas une sous-personne parce que j'étais une fille, mais ça m'a jamais empêchée d'avancer et en fait, qu'est-ce qui fait, les a priori, ils changent? Et ben, c'est la qualité de ce qu'on fait, c'est, le mérite de son travail, c'est, la performance qu'on en génère et donc on produit des plantes grimpantes. Donc ces plantes grimpantes, c'est, les seules plantes qui ne soient pas autoportées comme je dis. Donc on travaille quand la plante se réveille, on travaille quand la plante pousse, on se repose l'hiver quand la plante est en repos. C'est un métier où on perd beaucoup, beaucoup de producteurs chaque année. On en perd entre 7 et 9 par an. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et pour vous, je pars à la rencontre de celles et ceux engagés pour faire de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. L'énergie est la même, inspirée de nouvelles rencontres. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Marie-Laure, je te remercie de nous accorder un peu de ton temps. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais savoir comment tu vas. Bah, écoute, ça va bien. C'est la fin du printemps pour moi, donc c'est la fin du gros marathon, du printemps. Voilà, le gros coup de frein, le mois de juin, donc on respire. Ok, donc c'est quoi qui est prévu? Des vacances prochainement? Exactement, ouais. Bah, oui, en pépinière, hein, c'est ça, on vit avec la nature, donc l'été, c'est plus calme, donc l'été, on souffle, on part en vacances et on va aller voir des jardins pour changer. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît rien à l'horticulture et encore moins aux plantes grimpantes? Ah! Donc alors comment me présenter? Donc moi, je m'appelle Marie-Laure Rolline, je suis née Marie-Laure Javoie et donc je suis la co-gérante d'une pépinière, les pépinières Javoie qui sont à Orléans. Moi, je suis donc née dans cette pépinière, je suis fille de pépiniériste, je suis, ingénieure agro, donc j'ai fait mes études à Angers, donc j'ai fait un petit peu d'autres choses avant de revenir à la pépinière, et donc je suis, voilà, pépinière Javoie, co-gérante avec mon frère depuis 2010, donc ça fait 16 ans maintenant et à la pépinière, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait des plantes grimpantes. Notre métier, c'est de créer, c'est de faire naître des plantes, c'est de les faire pousser et après, c'est de les vendre, quasiment que à des professionnels, donc à des jardineries, des paysagistes, des collectivités, d'autres pépiniéristes. Et donc on produit des plantes grimpantes. Donc ces plantes grimpantes, c'est, les seules plantes qui ne soient pas autoportées comme je dis. Donc, vous prenez toujours l'exemple, un arbre, ça tient tout seul, une salade, ça tient tout seul, une plante grimpante, ça tient pas tout seul. Donc il lui faut un support et donc c'est ça qui caractérise les plantes grimpantes et on ne produit que ça à la pépinière. D'accord. Si on revient un peu en arrière, comment tes parents se décident? Parce que j'ai un peu d'informations sur la naissance de la pépinière, Javoie. Comment tes parents se décident en 84 de créer une pépinière de plantes grimpantes donc à côté d'Orléans, alors qu'eux viennent plutôt de l'héritage maraîcher? Alors, oui, donc mes parents, ils sont maraîchers d'Orléans, donc il faut savoir qu'Orléans, c'est vraiment, c'était un peu la Mecque, du végétal en Europe, dans les années, après-guerre et donc il y avait plein, plein de pépinières, plein d'horticulteurs, plein de maraîchers et mes grands-parents étaient maraîchers, périurbains comme ça se faisait avant. Voilà, ils produisaient les légumes, ils les vendaient au marché et donc il s'avère que mes parents, de part et d'autre, et bien, les aînés reprenaient les entreprises des grands-parents, et mes parents sont tous les 2 les cadets. Et du coup, il y avait pas trop de place pour eux, donc chez les grands-parents en maraîchage et mon père, lui, a fait son apprentissage en pépinière, chez un pépiniériste de grimpante et de clématite en particulier et du coup, en fait, par la force des choses, quand, une fois l'apprentissage fini, eux, bon, ils avaient clairement envie d'avoir une aventure, d'entrepreneuriat, hein, d'agriculteur et comme il y avait pas la place chez les grands-parents, enfin chez leurs parents, donc chez mes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre et bien, ils ont trouvé un terrain, juste à côté d'Orléans, dans une zone horticole qui se créait à ce moment-là et ils sont partis, d'un champ, rien du tout et ils ont monté leur pépinière. OK. Toi, en tant qu'enfant, comment tu vis cette pépinière, familiale? Parce que finalement tu la vois se développer, se construire? Alors comment je vis ça? Tout petit, alors, enfant de pépiniériste, c'est un peu le pays des bisounours, on va dire ça comme ça. Donc moi, j'ai jamais été à la crèche, jamais été à la nourrice, au centre aéré, le jour où ils nous ont dit: «Vous allez aller en centre aéré cette année»,
hors de question d'aller au centre aéré parce que, bah, une pépinière pour un enfant, c'est, un énorme terrain de jeu. Donc petit, c'était absolument, bah, c'est vraiment enfin la vie alors je peux pas dire la vie rêvée, enfin c'est vraiment super quoi, c'est nos parents qui sont toujours là, c'est un énorme, terrain de jeu, la nature qui est là, donc aller dans les champs, aller pêcher les têtards dans les fossés, aller faire des expériences, je me rappelle, voilà, on faisait des arcs, donc mes parents faisaient bah, du coup des grimpentes avec plein de bambous et on faisait des arcs avec des bambous, on tirait, les oiseaux, on faisait des trous dans les bâches des tunnels, on se faisait gronder, enfin voilà la vraie vie de gamin dans une pépinière petit et puis, bah, au fil du temps, on grandit et puis ado, on se rend compte que les parents, ils bossent, quand même beaucoup, beaucoup, et on se dit: «Bah, ouais, mais non, en fait, cette vie-là, pas forcément» et en fait, moi, je m'étais jurée de jamais, venir, travailler à la pépinière. Donc je suis partie faire mes études, d'ingé et je voulais être fleuriste. Ça a toujours été mon rêve, et donc bah, en fait, voilà, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller, faire une école d'ingé, pour continuer mes études, pour pas bosser tout de suite. C'est un peu voilà, c'est un peu ce pourquoi j'y suis allée, hein. J'avais pas du tout de projet derrière l'école d'ingé. C'est juste cool de faire 5 ans d'études pour s'amuser un peu, en me disant: «Je serai fleuriste à la sortie». Bilan de la chose à la sortie, j'ai trouvé un super boulot dans une boîte qui faisait du substrat. Voilà, je suis rentrée dans cette boîte, comme j'aurais pu rentrer dans autre chose et puis en 2009, l'opportunité en fait de reprendre la pépinière, elle s'est présentée. Là, je me suis dit: il y a un train qui passe, je le prends, puis je verrai bien si c'est le bon train ou pas. Si c'est pas le bon train, je changerai de train. 16 ans que je suis à la pépinière et je regrette rien. Aujourd'hui, tu diriges donc l'entreprise avec ton grand frère, Benoît. À quel moment quand même tu t'es dit, après t'être promise, de ne jamais revenir à la pépinière et tu t'es dit: «Bah, finalement je reviens» et à quel moment s'est refait la connexion avec ton frère pour se dire: «Bah, on va reprendre l'héritage familial et on va poursuivre cette aventure entrepreneuriale» qui, comme tu le dis, était pas forcément facile, puisque, avec tes yeux d'adolescence, tu as pu voir que les parents ne cessaient de travailler? J'ai pas eu de grand cheminement. Mon père m'a dit un jour: «Et Benoît, il va falloir qu'il ait un associé à un moment donné, ça va pas rester comme ça». D'accord, c'était, Voilà, très crûment, c'était ça et moi je me suis dit: «Bah, il y a un train qui passe, je saute dedans et je verrai bien». Donc j'ai d'accord, pas réfléchi en fait, non d'accord, et super. moi je crois beaucoup à cette philosophie du train qui passe en fait. La vie elle est faite de ça en fait, elle on sait pas en fait à quoi on s'attend dans la vie et donc bah, il y a des choses qui arrivent et faut les et moi je voilà, je j'aime les saisir et puis on voit. Il y a une anecdote que tu racontes, alors je ne sais plus dans quelle interview où tu expliques, en fait, ta relation avec, ton père, le fait que vous ayez toujours été considérés à égalité avec ton frère. Ça, j'ai trouvé ça marquant, que tu as passé ton permis poids lourd, que tu conduisais les tracteurs, qu'il y avait pas de différence. Est-ce que, comment ça a conditionné en quelque sorte, tes choix et ta vie, future? Alors ça, c'est clair que, ça a été quelque chose de déterminant. L'éducation, ça a un énorme impact sur ce qu'on est adulte et oui, c'est vrai qu'en fait, nous, on a toujours été éduqués, dans cette approche que fille ou gars, c'est pareil. Donc même droit, même devoir, même, voilà donc il y a toujours eu cette volonté de mes parents et de mon père en particulier de dire: «Mais en fait, voilà, il y a pas de raison, qu'on mette les uns et les autres dans des cases». Voilà et là donc la petite anecdote, c'est que c'est vrai que j'ai passé mon permis à 18 ans et à 18 ans et demi, j'ai passé mon permis poids lourd. Parce que, bah, du coup, il y avait des camions à la pépinière, c'était utile pour la pépinière et puis c'était dit: «Bah, ça peut toujours servir». Voilà, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer ce permis et puis après, bah, c'est utile, tout simplement. Mais ça a vraiment conditionné, en fait, je pense aussi mon approche, mon goût de l'entrepreneuriat. En fait, quand on a voilà, une éducation comme celle-ci, ça vous enlève des œillères, en fait. Plutôt que de vous dire: «Rentre dans cette case et fais comme ça», en fait, c'est: «Bah, non, justement, si tu as des œillères, on va même te les enlever, n'en mets jamais», et on te pousse en plus à des fois que tu as envie de t'en mettre à ne surtout pas t'en mettre et de ce fait-là, en fait, ça donne le droit de faire plein de choses et c'est un peu, je pense, pour ça aussi que j'ai cette notion de comme dit toujours de train qui passe, c'est que en fait, ça fait pas ça donne aussi beaucoup d'audace, on n'a pas peur. On se dit: «Beh, on fait et puis on verra» et on n'a pas cette question de dire: «Ah, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est dans les codes? Est-ce que c'est» on s'en contrefou, en fait. Ça, et je pense que c'est ce pourquoi aussi enfin moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui et je pense que je pourrais pas être ou difficilement être salariée parce que, bah, cette soif de liberté, en fait, cette envie de prendre des risques, elle est,
bah, elle est intrinsèque et ça, je pense que c'est vraiment le l'éducation qui a fait ça. Je peux pas m'empêcher de te poser la question quand même en tant que femme dans un milieu masculin, celui de l'horticulture et du paysage. Comment à un moment donné, tu as pu gérer, les barrières qu'on a pu te mettre, alors que ça soit insidieusement, frontalement, en tant que femme, comment tu as su y répondre, en fait? Moi, ça m'a toujours fait j'en ai rencontré tout plein, alors pas forcément en fait si à la pépinière au début, ah oui, complètement d'ailleurs. À la pépinière où en fait alors moi je suis arrivée à la pépinière, j'avais 26 ans, donc voilà, co-gérante à la pépinière qui débarque, sans expérience nulle parce que j'ai repris ça d'un peu du jour au lendemain. Enfin Benoît était déjà là à la pépinière mais moi j'y étais pas du tout. Donc ouais, il y a eu plein, plein, plein de situations cocasses et puis absolument pas cohérentes quoi, voilà, je n'étais pas une sous-personne parce que j'étais une fille, une sous-personne parce que j'étais une fille jeune, une sous-personne parce que j'étais une fille jeune et j'ai eu mon garçon, 8-10 mois après m'être installée à la pépinière. Donc là, je pense qu'à mon avis enfin, j'ai vraiment eu cette impression au départ que ça faisait un peu voilà, nanti en fait, voilà, bah oui, il reprend, mais en fait, ça m'a toujours fait énormément rire en fait de voir les gens considérer, enfin se faire des a priori de cette manière-là. Mais ça m'a jamais empêché d'avancer et en fait, bah, qu'est-ce qui fait, bah, que ces a priori ils changent et ben, c'est la qualité de ce qu'on fait, c'est, le mérite de son travail, c'est, la performance qu'on en génère qui en fil du temps en fait, bah, permet aux gens de sortir de leurs, œillères à elles, enfin, ces personnes sortir de leurs œillères, oui et puis, d'appréhender la personne autrement. J'ai jamais cherché à le changer. Ça m'a fait rire et j'ai jamais cherché non plus à provoquer en disant: «Mais vous non, ça se fait pas ou ça se dit pas ou faut pas penser ça». J'ai toujours laissé penser ce que les gens voulaient penser, de la situation ou de moi. Ça m'a jamais empêché d'avancer et puis, bah, je me dis: «Bah, voilà, si s'ils évoluent au fil du temps, tant mieux. S'ils évoluent pas au fil du temps, bah, c'est juste pas les bonnes personnes et puis, passons son chemin, quoi». Intéressant et tu es allé encore plus loin, c'est que tu expliques que tu as revu l'organisation familiale avec ton mari, pour te laisser plus de liberté en tant que ch entrepreneuse. Donc comment tu l'as concrètement, matérialisé cette, réorganisation? Bah, il faut savoir déjà que mon mari, il a à peu près eu la même éducation que moi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, on lui a expliqué: «Tu fais à manger, faire le linge», enfin, en fait, donc mon mari, a été éduqué, à faire comme les filles et donc bah, de ce fait-là, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés et ouais, il s'avère que, bon, alors je pense que la société, elle évolue aussi beaucoup aujourd'hui. On a moins cette notion de, l'homme au travail, la femme à la maison, déjà. Moi, dans l'école libre, bah, forcément, c'était aussi plus simple parce qu'il avait eu aussi cette éducation de, bah, tout le monde fait un peu tout dans une vie, dans un foyer, dans une maison. Et puis, bah, l moi étant, enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez indépendante et moi j'ai besoin d'avoir cette, enfin, le travail pour moi, ce travail-là, il est absolument pas alimentaire. Enfin si, il sert à vivre tous les jours bien sûr, mais il est ça va bien au-delà pour moi et donc du coup, bah, voilà 2 enfants, on peut pas, enfin, dit on peut pas avoir des engagements professionnels comme le mien, en étant tous les 2 avec ces mêmes engagements et après, bah, c'est l'intelligence des gens, hein. C'est une question de voilà, faut pas avoir, un ego mal placé quand on est un homme ou c'est et ça s'est fait assez naturellement. Moi, l'engagement de mon travail, mon mari n'avait pas envie d'avoir le même niveau d'engagement. On avait des enfants, il y avait une volonté, aussi, bah, lui de sa part de pouvoir, équilibrer aussi une vie privée, vie pro, donc qui a fait que, bah, lui en fait, bah, c'est vrai qu'il a, il a beaucoup ouais, c'est lui qui s'est occupé beaucoup des enfants, enfin encore aujourd'hui, et donc bah, pour me permettre moi de pouvoir être pleinement, épanouie dans ce que je fais, l'esprit libre dans ce que je fais, et ça c'est un super équilibre parce qu'en fait pour moi c'est serein de savoir que tout le monde est heureux à la maison, que moi je suis heureuse dans mon quotidien et que finalement c'est une équation qui marche pour tout le monde sans frustration, des uns ou des autres de dire: «Bah, voilà, je vois pas l'un ou l'autre, que je suis pas bien dans ma situation». Aujourd'hui, donc tu es à la tête d'un leader de la plante grimpante en France et en Europe. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour le coup, l'horticulture, comment tu le définirais? Par rapport à l'agriculture, par exemple? Alors l'agriculture, alors c'est très large. Le terme horticulture,
Si on pouvait résumer ça un petit peu plus simplement, je dirais que c'est une vocation qui est non alimentaire. On les mange pas ces plantes. Donc c'est comme ça que je caractériserais alors l'horticulture ornementale comme on dit aujourd'hui ou la pépinière. Finalement nous notre métier c'est de produire, ces végétaux qui eux sont très utiles aussi, hein. C'est-à-dire que, c'est ces végétaux qui permettent d'améliorer, enfin de réduire les îlots de chaleur, qui permettent à la biodiversité de pouvoir se nourrir. C'est ces végétaux qui aussi font cette photosynthèse, captent du carbone. Donc ils apportent énormément de services environnementaux et notre rôle, c'est ça, c'est de produire ces végétaux-là et puis de contribuer à améliorer, le cadre de vie, de contribuer à verdir nos espaces, contrairement, voilà, à d'autres métiers de l'agriculture où là, principalement, ces végétaux sont utilisés pour, soit l'alimentation ou après pour l'industrie, pour peut-être, voilà, des biomatériaux, des biocarburants ou autre chose. D'accord, et est-ce que le besoin des villes en végétalisation aujourd'hui, en îlots de fraîcheur, en volonté de refavoriser la biodiversité, va te guider, toi, dans la production, de nouvelles variétés ou éventuellement en poussant certaines variétés par rapport à d'autres? Alors oui, complètement. En fait, alors aujourd'hui, il y a évidemment on s'est quand même rendu compte au bout d'un certain temps quand même qu'a priori en ville, on n'y vivait pas très, très bien s'il y avait pas trop de végétaux. Parce que, voilà, en construisant enfin c'est le béton, c'est super mais évidemment c'est tout propre, c'est facile à entretenir mais ça réverbère, ça fait, des courants d'air de vent. Pour le moral, on n'y est pas bien. On voit plus d'animaux parce que personne, enfin nous on n'a déjà pas trop envie d'y être, mais alors les animaux, ils ont bien vite compris avant nous, fallait pas y aller. Donc tout ça faisant, en fait, on a enfin compris que voilà, le végétal, c'était plutôt on en avait besoin, on est des êtres vivants. Il s'avère que la ville, c'est pas fait pour les plantes. Par principe, une plante, dans pas grande terre, enfin voilà, c'est pas hyper bien fait et donc du coup, il faut trouver ces plantes qui sont un peu costauds, un peu tout terrain, qui vont, arriver à résister, en fait, aux contraintes qu'on leur soumet en ville et donc c'est ça, en fait, qui va guider, nous, les orientations, les choix des palettes végétales, les gammes et puis ce qui va aussi guider c'est nos choix de production, c'est, l'évolution climatique. Ça n'a échappé à personne, beaucoup plus d'extrêmes, trop d'eau, pas assez, trop de chaud, trop de froid, trop de vent, trop de tout et nous, on en souffre, mais en fait, les végétaux, ils en souffrent aussi et donc il y a des végétaux qui sont plus ou moins adaptés et la nature est très, très bien faite pour ça. Il y a plein de techniques que les végétaux, développent pour pouvoir s'adapter à des contraintes et on va, nous, aller chercher ces végétaux qui, sont plus robustes, plus plastiques aux aléas, pour faire en sorte, en fait, qu'ils parviennent à s'épanouir dans un milieu contraint, qui est le milieu urbain. Tu as une deuxième casquette, c'est tu es la responsable commerciale donc de la pépinière. Comment tu appréhendes ce rôle, dans une entreprise très saisonnière? Parce que bien évidemment vous vous adaptez au rythme de la nature, dans un monde où on aurait tendance à vouloir acheter et vendre, n'importe quand et tout est à portée de clic. Comment tu gères cette temporalité? Je la gère dans alors il y a 2 choses dans la question. Tout d'abord, il y a, répondre à oui à tout, tout le temps, n'importe comment, ou planter n'importe quoi, n'importe comment. Ça en fait, ça se gère plutôt très bien parce que, on on a pour mission de vraiment produire ces végétaux qui sont, adaptés évidemment à un milieu urbain, mais surtout, le but c'est que ces plantes qu'on produit, ça finisse pas, mort au bout d'une semaine ou 15 jours, ça finisse pas à la benne, ça fi en fait, on produit quelque chose de précieux qu'on veut voir, longtemps, après nous, notre métier de producteur, vivre et apporter des services. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'a pas de plantes avant l'été et puis quand c'est pas le moment l'hiver, c'est pas le moment. Mais il faut apprendre à dire non parce qu'en fait, si on dit oui à ça, ça veut dire que, en fait, ces végétaux, on les vend et 15 jours plus tard, ils sont morts. Là, on sert à quoi? On produit consommable, on produit quelque chose qui générera de toute façon, puis au bout du compte, une insatisfaction. Donc non, non, enfin nous, il faut dire non. Je peux comprendre que les personnes aient envie, de planter quand il fait beau et quand on est dans le jardin, mais si on est arrivé au mois de juillet quand il fait beau dans le jardin, heu et je peux comprendre qu'ils ont pas forcément la connaissance sur le sujet. À nous de leur expliquer avec pédagogie
que, on va être patient et le vivant, c'est c'est l'art de la patience aussi et que, finalement cette patience, d'attendre l'automne, elle sera amplement récompensée parce que l'année d'après, cette plante-là, on le retrouvera, ils la retrouveront, et là, pour le coup, elle apportera voilà, tous ses services et pour longtemps. Donc il y a vraiment cette notion de pédagogie, de savoir dire non et de pas renier ce qu'on est, et ça guide vraiment en fait, ça facilite beaucoup en fait, le la prise de décision et le fait de dire non. Et puis après dans cette notion de saisonnalité, si c'est plutôt dans une approche voilà, de gestion, de commerce ou de vie, comment est-ce que ça s'organise dans l'entreprise? Bah, ça c'est le propre de notre métier, c'est un choix. Si on n'avait pas voulu de travail saisonnier, je sais pas, moi j'aurais été dans un domaine, de la santé ou je sais pas, peut-être une pompe funèbre, peut-être il y en a toute l'année, j'en sais rien. Mais voilà, dans l'idée, quand on fait le choix du vivant, on fait le choix, de la saisonnalité, de l'aléa, du mouvement. C'est comme quelqu'un qui va travailler en restauration. Les gens, ils vont manger de 12 heures à 14 heures. Ils vont pas manger à 7:30 le matin si c'est pas de petit déj ou à 15 heures l'après-midi, enfin si dans certains restaurants, mais la majorité, on mange aux heures du déjeuner. Donc forcément, avant, il y a personne, après, il y a personne et pendant, on court, un peu. Bah, nous, c'est pareil, mais ça, c'est aussi, après faut aimer ça, mais en fait, on vit avec les saisons. On travaille quand la plante se réveille, on travaille quand la plante pousse, on se repose l'hiver quand la plante est en repos et en fait, d'un point de vue, rythme de vie, on a cette dynamique qui se répète au fil du temps et qui est, enfin moi, que j'aime beaucoup. Et ça, tu penses que tu as un rôle de sensibilisation? Parce qu'effectivement, tu vends un produit, on va dire, si on pourrait appeler ça autrement, mais tu vends aussi le service qui va avec, parce qu'il y a de l'entretien, tu les conseilles, comment ça se passe? Alors nous, à la pépinière, on s'arrête à la vente de la plante. On ne va pas aller faire la plantation, faire l'entretien derrière. Par contre, notre rôle, il est de conseiller la bonne plante au bon endroit, de la bonne manière. Donc, il y a tout un travail en fait et qui vraiment qui fait une des spécificités de la pépinière et qui fait qu'on est vraiment reconnu en Europe aujourd'hui, c'est notre capacité à pouvoir, co-construire des projets avec du végétal qui vont fonctionner parce que ce sera voilà, la plante donne bonnes conditions et au bon endroit. Mais ça, c'est vraiment, c'est tout le plaisir et tout l'art de notre métier et c'est quelque chose d'un peu infini parce qu'on apprend aussi nous tout le temps. Donc il y a le savoir qu'on a actuellement, il y a la R&D qu'on fait aussi il y a l'apprentissage en permanence et on n'aura jamais fini. Pendant longtemps, dans l'imaginaire collectif, on considérait que le lierre, qui était finalement la plante grimpante, on va dire, maîtresse du milieu urbain, mais pas seulement, hem, avait mauvaise presse, mauvaise réputation. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et est-ce que, Je peux comprendre les gens qui n'aiment pas le lierre parce que, on pense, voilà, on voit toujours le lierre sauvage, qui envahit des bâtiments, tout ça, un peu qui vont manger les arbres, ce qui est pas du tout le cas. Sur les bâtiments, je dis pas que ça peut les envahir, mais sur les arbres, en tout cas, ils les envahissent pas. Mais en fait, c'est un peu restrictif, c'est-à-dire que le lierre, il faut savoir qu'il y a des lierres, par exemple, qui sont arbustifs, qui poussent, quasiment pas, hein, qui font 1 mètre de haut. Donc il y a une grande diversité, vraiment. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme les requins, je sais pas, il y a des requins qui sont super dangereux, d'autres qui font rien du tout. Bah, le lierre, c'est pareil. En fait, il faut juste aller rentrer un petit peu dans les détails et c'est là, en fait, où on se dit que finalement, c'est un faux procès qu'on lui fait à cette plante. Parce que le lierre, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, c'est une plante qui est vraiment tout terrain, qui est hyper adaptée aux contraintes qu'on lui soumet. Je pense, c'est une plante qui est persistante déjà, donc qui est en feuilles toute l'année. C'est une plante qui est hyper résistante au sec et au gel, donc on la plante, on l'oublie quasiment. Il y en a quand même pas beaucoup des plantes comme ça qu'on plante et qu'on oublie. C'est une plante qui fleurit à des moments où il y a pas d'autres végétaux qui fleurissent, donc en termes d'apport, à la biodiversité, elle est hyper précieuse aussi. Donc voilà, quand on plante un lierre en le choisissant bien, on plante une plante qui est facile à réussir, qui sera belle toute l'année et qui apporte à la biodive. Après, dans les lierres, il y a des petits développements qui vont, ne pas avoir du tout cette approche envahissante. On peut l'associer aussi à une autre grimpante. C'est vrai qu'il fleurit pas le lierre. Enfin, ici, il fleurit, excusez-moi, mais il fleurit pas d'une floraison waouh, super colorée. Donc, on peut tout à fait l'associer, par exemple, avec une clématite qui, elle, va fleurir, qui va s'entremêler dans le lierre et on a quelque chose de joli en plus.
Donc et en plus, c'est facile à entretenir. Enfin, le lierre, en gros, c'est quand c'est trop con trop opulent, on prend de taille haie, on coupe un coup et c'est fini. Au bout d'un mois, c'est reparti, à repousser. Voilà, enfin, moi, je trouve que c'est une plante qui a beaucoup de qualités. Après, c'est vrai qu'elle peut s'agripper au mur, mais si c'est un mur qui est bien lisse avec un enduit en bon état, il y a aucun problème, ça arrachera pas l'enduit et puis, bah, si on veut vraiment pas, bah, le lierre, on le met sur un filet et on peut tout à fait le dissocier du bâti ou du support et là, vraiment avoir tous les bénéfices d'un côté sans avoir le moindre risque qu'il puisse abîmer quoi que ce soit. C'est toujours en fait, on dit toujours que, bah, c'est un peu le d'aller quand on connaît pas, on a toujours plein d'a priori. Allons creuser le sujet, allons apprendre et à partir de là, faisons-nous un avis et une opinion et le lierre, je trouve qu'il aurait bien enfin, voilà, il aurait bien à apporter. Il mériterait d'être un peu plus connu. Hem, Quelles sont les conditions simplement pour pouvoir faire pousser une plante grimpante? Est-ce qu'il faut un sol profond, un sol riche? Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau? Alors moi, je répondrais en disant, «Qu'est-ce qu'aime manger un Français?» OK. Voilà, alors pour qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit de Biarritz ou de Strasbourg, je suis sûre qu'on mange pas la même chose. Bah, c'est pareil pour, les plantes grimpantes, c'est tellement diversifié qu'on peut pas du tout généraliser et bien heureusement. Là, l'idée vraiment en fait dans ce qu'on fait à la pépinière avec cette diversité variétale, avec ces différentes palettes, c'est justement d'avoir cet éventail de possibilités et bah, d'aller creuser, d'aller comprendre les contraintes, climatiques qu'on va avoir à un endroit donné et puis d'y apporter le végétal qui va bien. Je pense par exemple une passiflore, c'est une plante que j'aime énormément et là pour le coup qui est aussi très adaptée à des milieux, urbains, bah, c'est une plante qui fait très, très peu de racines, mais par contre qui aime, voilà, surtout pas l'excès d'eau. Donc voilà, bah, c'est une plante qu'on va pouvoir mettre en pot, en bac, en milieu urbain. À l'inverse, il y a, des végétaux, je prends un achénidia, un kiwi, bah, c'est une plante qui adore l'eau et les sols drainants. Alors, bah, si vous le mettez, soit dans de l'argile, soit dans un bac avec pas d'eau, il va pas aimer la plaisanterie. Donc voilà, mais en même temps, c'est une super plante qui fait beaucoup d'ombre, qui fait des kiwis et qui est pas toxique pour les enfants dans les cours d'école. Et voilà, bah, donc bah, selon la situation qu'on a, l'endroit où on se trouve et bien, on va aller chercher tel ou tel végétal, qui va pleinement répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, il y en a plus de 500 plantes grimpantes. Mmh. Comment vous avez constitué cette, incroyable collection? Est-ce que vous avez parcouru le monde pour aller chercher des variétés? Comment on constitue une collection aussi vaste, en fait? Alors, il y avait déjà quand même un bonne petite base des parents au départ et puis après, bah, c'est un peu le problème, hein, c'est quand on fait de son métier sa passion, enfin de sa passion son métier, je sais pas comment c'est plutôt de sa passion son métier. C'est vraiment, bah, oui, on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On va voir des jardins, on va visiter des pépinières et alors ce qui est super, c'est que, bah, des végétaux a priori, il y en a partout dans le monde, donc on peut être amené à pouvoir, ben, se promener un peu partout dans le monde et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Bah, on est, voilà, on est dans des groupes de passionnés et on échange et puis, bah, du coup, on a des pieds-à-terre dans plein d'endroits et puis, bah, oui, quand on aime voyager, c'est vraiment une super matière pour pouvoir voyager. Bon, moins transporter des plantes, voilà, il y a toutes les contraintes sanitaires qu'il faut respecter. Mais oui, il y a eu beaucoup de voyages, il y a beaucoup de découvertes, et surtout, bah, de la curiosité au quotidien, hein. C'est vraiment, lever le nez, regarder ce qui se passe: «Tiens, ça je la connais pas celle-ci» Ah oui, d'accord. et Donc il t'arrive de te d'aller balader, creuser. par exemple, en ville ou à la campagne et de découvrir toi-même une plante grimpante que tu connaissais pas? Ah ouais, alors en France, ça m'arrive pas très souvent, mais ouais, dans mon dernier séjour en Angleterre, là, ouais, je suis revenue avec quelques surprises, fait quelques trucs sympas et puis après, bah, quand on a la possibilité de les trouver, bah, moi je les plante au jardin, je regarde à quoi ça ressemble, je regarde comment ça vit et j'apprends comme ça. Parce que du coup, bah, comment est-ce qu'elle se développe? Comment est-ce qu'elle évolue? Heu, comment ouais, apprendre à la connaître en fait. Et est-ce qu'il vous arrive de faire des croisements? Est-ce que vous, pépinière, vous avez, ce de genre d'expérience que vous faites? Alors oui, on fait des croisements. Ouais, ouais, on crée de nouvelles plantes. Heu, comment et pourquoi on crée ces nouvelles plantes? On va chercher à, heu, avoir des plantes qui sont les mieux adaptées à un contexte donné. Donc, je prends l'exemple aujourd'hui, par exemple des clématites. Il y a beaucoup de clématites aujourd'hui qui vivent très, très mal les excès de chaleur l'été. Et donc, eh bien, on va essayer de les croiser avec des clématites qui, elles, bah, vivent plutôt bien, la les contraintes, climatiques pour pouvoir conserver, bah, le comportement de la plante et puis aussi avoir une résistance, induite. Question qui me vient comme ça un peu spontanément, est-ce qu'il existe une plante grimpante qui est capable de résister à des écarts de température, heu, comme on peut le vivre, par exemple, en Mongolie? -40, 35 degrés l'été. Oh oui?
clématite texan 6. OK. Elle vient du Texas en même temps, voilà. Ouais. Donc, elle l'hiver, elle est sous terre. Alors -40, du coup -20 ça tient dans le sol, donc ouais, on doit pas être très, très loin d'un truc qui tient. Et puis elle se réveille qu'au printemps, quand il fait chaud. Et là, pour le coup, l'été, elle tient super bien. Mais il y en a plein des plantes qui sont résistantes, en fait. Faut juste, les observer, aussi chercher, comprendre d'où est-ce qu'elles viennent. Tu as une clématite texensis, ça vient du Texas. Bah, on regarde le climat qui se passe là-bas et on comprend. Voilà, Et donc ils s'adaptent finalement sous nos horizons, voilà. Mais après, on a l'excès de trop chaud, pas assez, mais on a, voilà, on a aussi le trop d'eau, pas assez d'eau, des embruns, on va avoir plein, plein de contraintes. Et après, il y a le plus difficile, c'est, parfois on a vraiment des trop grosses contraintes. Ça peut arriver qu'on ait, une plante, voilà, soumise aux embruns, qui va être dans un pot, sans arrosage, à qui on demande d'avoir une couverture, super importante en matière d'ombrage. À un moment donné, voilà, c'est ça a beau être, il y a beau y avoir une grande diversité, elles ont beau être, pleines de qualité, voilà. Et là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, enfin souvent, ce qu'on propose, c'est de mixer les végétaux pour pouvoir mixer les avantages de chacun et pour pouvoir finalement faire une équation au bout du compte qui fonctionne. d'accord, tout à fait. Marie-Laure, est-ce que tu as, 1 ou 2 exemples dont aujourd'hui tu es très fière, qui est, aujourd'hui installé et qui a fait changer de vision les propriétaires ou en tout cas les porteurs de ce projet? Ouais, je sais pas si, heu, oh je un qui est en cours aujourd'hui, je pense, parce que celui-ci, il est tellement, révélateur de ce fut tellement un challenge. Hem, c'est un projet qui est en cours d'un bâtiment en Île-de-France, qui est le siège social des Huiles Motul, qui est en cours de construction à Aubervilliers, qui va être un bâtiment complètement végétalisé, de plantes grimpantes. Et en fait, il aurait jamais dû l'être sans l'audace, en fait, de l'entreprise Motul qui s'est dit: «Beh, tant pis, on ose même si, réglementairement ou même s'il y a des risques, même si en fait, on y va, on ose parce que le vrai, il est là». Et aujourd'hui, c'est vraiment, une des difficultés qui se posent dans le développement de la végétalisation, du bâti, c'est la peur, en fait. C'est la peur, de la plante qui va abîmer le bâtiment, l'approche réglementaire, quel est l'impact de la plante? L'approche de l'entretien, comment est-ce que je vais faire et si c'est moche? Et en fait, il y a tellement de peurs et de contraintes de tous les acteurs qui sont, partie prenante dans la construction d'un projet, que s'il y a pas une volonté très forte au-dessus de tout le monde, et ben, en fait, ça se fait pas ou très rarement, ça abandonne souvent. Donc c'est ouais, je trouve que ça va être un super exemple pour montrer que quand on veut, on peut. Mais alors, faut vouloir très, très fort quand même. Ouais. Bon, en tout cas, on est impatient de voir, ce projet, en tout cas qui est monté, le projet, enfin je veux dire le Ouais, bâtiment? les plantations, ça va être à l'automne là. OK, super. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Après 15 ans, donc aujourd'hui à la pépinière, plus de 15 ans à la pépinière, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans ce projet familial? Oh, d'avoir des salariés heureux. L'aventure humaine. Je sais pas si c'est enfin, ouais, je suis tellement contente quand j'en ai, voilà, là, on en a 2 qui ont acheté une maison. Ils ont, 24 et 30 ans pour l'autre, en fait, c'est ça, c'est de dire, bah, parce qu'on produit tous ensemble, par l'émulation qu'on y met, eh bien, on grandit tous et on grandit, dans le quotidien de notre travail, dans le sens, là, plus on produit de végétaux, plus on a d'impact, plus on produit de plantes, plus elles sont mises au bon endroit, plus elles vont faire de la photosynthèse, plus elles vont nourrir des animaux, plus elles vont faire de l'eau mangeant, plus donc ça, c'est super au quotidien. En plus, on le fait, avec, dans un souci d'environnement, c'est-à-dire que, on en fait, produire plus, ça peut, aussi vouloir dire, polluer plus, impacter plus. Et il y a aussi tout ce travail et ce souci à la pépinière de tout le monde, de se dire, on produit la bonne plante de la meilleure manière possible pour qu'on ait le moins d'impact possible, sur l'environnement. Et ça, bah, on en est quand même, ouais, moi j'en suis, je me dis que je suis contente de me lever le matin en me disant: «Bah, ce que je fais, ça sert à quelque chose». J'essaye et je pense qu'on est très, on est frugaux dans ce qu'on utilise et on fait très attention à ce qu'on impacte. Et puis, bah, tout ça, ça crée de la richesse et cette richesse, elle sert à des gens, elle sert à grandir, elle sert à se construire. Bah, c'est cool quand même, hein? Ça sert vertueux. Excellent. J'ai une dernière question.
qui est un rituel, sur Delegreen. Si tu devais convoquer une ou 2 personnes, disparues ou vivantes, à visiter la pépinière, Là là, c'est très dur comme question. Franch 1 ou 2 personnes à visiter la pépinière? avec qui tu aimerais échanger, passer un petit moment, peut-être parler de la pépinière, d'évolution ou d'autres choses? Ah, je comme ça spontanément, j'en donnerais pas une ou 2 parce que je pourrais pas, en fait, si j'avais à choisir, à faire déplacer des gens de quelque part dans le monde, ce serait, heu, voilà, des gens qui font, plutôt quelqu'un qui n'est pas connu et qui va, dans son petit coin, bah, faire ce que je fais. Enfin, faire ce que je fais, comme je peux. Mais, je me dis, il y a plein de en fait, on pense toujours à des grands noms, à des grandes, mais en fait, la la proximité, l'ancrage, autour de soi, heu, la aussi l'excellence de la connaissance et du savoir. Ouais, ouais, j'aimerais trop trouver, faire, au gré d'un tour du monde, aller voir à trouver quelqu'un qui, dans son territoire, à son endroit, bah, pouvoir, peut-être lutter contre le réchauffement climatique en cherchant des plantes, en trouvant des solutions, en étant utile, en fait, à son territoire, et échanger des pratiques. Comment tu fais et comment je peux faire mieux? Ouais, je serais plutôt dans ce type de fou ouais, plutôt que de choisir, quelqu'un de très connu, même s'il y a des gens qui sont absolument exceptionnels, mais, hem, j'aime bien cette notion de chacun, ce petit morceau de puzzle et cette contribution chacun à son niveau qui tous ensemble, on peut faire des choses. Alors, je comprends bien qu'effectivement tu préférais peut-être te rendre, chez un producteur, une productrice, qui dans son petit coin, produit ses plantes, pour pouvoir résoudre des problématiques. Est-ce qu'il y a à l'échelle mondiale, européenne, est-ce qu'il y a, un regroupement des spécialistes de la plante grimpante? Est-ce qu'il y a une organisation qui aujourd'hui échange, comme on pourrait l'avoir, pour le paysagisme d'intérieur ou des choses comme ça? Alors en plante grimpante, pas à ma connaissance. En clématite, oui. Il y a la société, anglaise des clématites et il y a la société internationale des clématites. Il n'y en a pas à l'échelle européenne, il y en a une en Angleterre et une pour le monde et quand je disais tout à l'heure, hein, les voyages, hein, dans notre domaine, ils sont souvent faits comme ça, hein. C'est on dans la société, bah, on rencontre des gens passionnés et puis, bah, forcément ils sont aux 4 coins du monde donc, bah, on peut voyager. Pourquoi la clématite? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, déjà, est-ce que tu peux nous la décrire et elle revient souvent la clématite, là, dans notre échange. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors pourquoi la clématite? Parce que ça a été la spécialité de mes parents pendant très longtemps. Parce que, bah, parce qu'en fait, on en a une collection classée, collection nationale et parce qu'en fait, c'est un très bon exemple de la richesse de notre métier. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la pépinière, on avait, que quelques espèces en production et moi, j'ai voulu vraiment aller creuser, découvrir, toutes les espèces botaniques, la diversité de cette plante dans le monde et c'est là, en fait, où j'ai découvert qu'on je d'ailleurs, je connaissais rien du tout et ça, j'ai adoré de me dire que retour à zéro et on va apprendre. Et puis, bah, du coup, de ces découvertes, bah, aussi, c'est aussi des découvertes de plantes, qui ont des comportements, voilà, super résistants à quelque chose, vraiment qui apportent quelque chose de différent et c'est comme ça après qu'on constitue, bah, ces nouvelles plantes, ces nouvelles variétés et donc en fait, la clématite, c'est un exemple. Évidemment, c'est ce qu'on en produit à la pépinière, on a cette collection nationale, mais c'est pas du tout la majorité de mes ventes aujourd'hui, mais je trouve qu'elle révèle bien, en fait, le le lien entre la passion, la côté botanique et puis le quotidien du travail. Mais je pourrais parler, voilà, des akébéas, des Lasiodabalacées, qui c'est une famille que j'adore aussi, des passiflores, du lierre. Enfin, en fait, c'est ouais, c'est un peu addictif comme truc quand même. Alors j'ai appris que aussi tu avais, alors c'était en 2020 que tu as été à l'Élysée, je crois? C'était pour quelle occasion justement? Est-ce qu'il y a un Ah! rapport avec la clématite ou pas? Avec le muguet. Avec le Ah, muguet? puis je ouais, on est à donc moi, je suis engagée dans notre filière, en fait. Moi, j'essaye de donner un petit peu de temps, un peu d'énergie, un peu de jus de cerveau pour, faire en sorte qu'on soit, bah, plus nombreux demain, producteurs. C'est un métier où on perd beaucoup, beaucoup de producteurs chaque année. On en perd entre 7 et 9 par an. Et il faut qu'il y ait des producteurs qui s'installent dans notre métier pour faire ce métier-là. Et donc je suis engagée dans le syndicat, dans l'interprofession, dans plein de voilà, de structures qui vont permettre de pouvoir, soutenir, l'installation, le développement de la filière de production. Et dans ce cadre-là, chaque année, on rencontre
le président de la République. J'ai eu cet, honneur-là de pouvoir, le rencontrer dans le cadre du 1er mai, donc pour lui offrir, ce muguet qui est vraiment symbole en fait de ce lien aussi entre végétal et tradition, végétal et moment de la vie. Que voilà, ça sert aussi à ça les plantes. Ça nous sert à nous nourrir, ça sert aussi à voilà, C'était à un événement. embellir nos espaces et puis ça sert aussi à passer des messages, à dire merci, à transmettre, à et c'est là dans tous nos moments de vie. Voilà, donc c'était dans ce cadre-là où j'étais à l'Élysée. Excellent. Et donc aujourd'hui, tu es engagée, sur la filière. Est-ce qu'entre en tant qu'entrepreneuse, tu viens accompagner éventuellement des gens qui souhaitent s'installer? Alors, il y a plusieurs manières, d'accompagner en fait des personnes qui vont s'installer. Donc moi, je suis déjà présidente d'une station d'expérimentation qui aussi fait du transfert, de l'accompagnement, technique en production et ça, c'est inviter, des producteurs que je vais pouvoir, qui vont s'installer à pouvoir se mettre en connexion pour pouvoir être accompagnés techniquement, pour, ne pas faire d'erreurs, pas perdre de temps, apprendre. C'est aussi moi, je suis engagée au niveau de notre région, organiser, en fait, capter, faire la promotion de ces possibilités de capter des potentiels porteurs de projets pour leur proposer l'installation en région et donc de les mettre en relation avec, c'est principalement du réseau des contacts. Voilà, tu cherches du terrain, t'inquiète pas, on va t'en trouver, et puis tiens, tu peux, être accompagné pour la technique, c'est par là et puis si tu as besoin, d'être accompagné financièrement, tu peux toquer à cette porte, ça va être aussi, ça va pouvoir t'aider. Ça c'est, ce réseau-là, en fait, qu'il faut constituer pour que, tout porteur enfin, ou pour pouvoir permettre à des porteurs de projets de s'installer et puis après, moi, plus personnellement, en fait, alors je peux pas le faire tout le temps parce que c'est chronophage, mais ça m'est arrivé encore récemment, des personnes souvent, c'est en amont des projets. «Tiens, j'aimerais bien en savoir plus, comment et qu'est-ce que vous en pensez? Comment qu'est-ce que les qu'est-ce que je dois me poser comme question?» Et à chaque fois, c'est vraiment alors moi, un grand plaisir de pouvoir accompagner, répondre, mais vraiment les recommandations, c'est de s'entourer et de il y a voilà, de pas rester tout seul pour, et ça facilite énormément, ça rassure et ça permet de mettre le pied à l'étrier et avancer. Ce qu'on peut te souhaiter, Marie-Laure, pour, le développement de Javoplantes, de ta pépinière? Pas autant de plaisir que je trouve aujourd'hui. Ça résume bien tout ça. On peut te joindre donc, sur ton site internet, donc si je me trompe pas, c'est javois-plante.fr? Point .com. Ah, point .com. OK. Et tu es aussi active sur LinkedIn? Ouais, voilà, sur LinkedIn, également, c'est facile de me joindre. OK. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. J'ai envie de finir par dire, intéressons-nous aux plantes grimpantes. C'est une solution pour la ville, c'est ça? Exactement. Oula, ouais, c'est tout Merci à fait ça. beaucoup, en tout cas. Merci, Hicham. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si cette conversation vous a inspiré et vous a donné envie de regarder la ville autrement, alors merci de partager autour de vous sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram, et à vous abonner sur notre newsletter sur dailygreen.fr. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très vite sur Daily Green.